Bonne nouvelle les amis, vous êtes plusieurs à avoir ressenti les bénéfices du Theta Healing. Donc merci pour votre engouement, c'est une expérience extraordinaire que je vis avec vous au cours de chaque séance, donc merci, un grand merci. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Theta Healing, c'est une pratique de reprogrammation des croyances subconscientes restrictives qui vous empêche d'atteindre vos objectifs en matière de santé, de réussite, de finances, d'amour. Et grâce à l'onde Theta, le participant peut identifier et changer les croyances susceptibles de se trouver dans son subconscient au niveau de sa génétique, de son histoire et de son âme. Alors je ne pratique plus les sessions à prix libre, cela dit, je pratique 3 tarifs différents pour vraiment permettre à tout le monde de bénéficier de ce soin absolument extraordinaire. Donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je ne crois que ce que je vois. Ah, t'es sûr? C'est pas plutôt... Je vois ce que je crois? Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration et d'aider le monde à profondément changer ses croyances. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques, vos questionnements sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Mon invité vous aide à vivre un accouchement responsable à travers une naissance positive et éclairée, notamment grâce à l'hypnobirthing, qui est une technique d'hypnose qui facilite le travail et l'accouchement grâce à une relaxation totale du corps et de l'esprit. Elle-même animatrice de podcast, Naissance positive, nous allons au cours de cet épisode remettre en question les croyances au sujet de la grossesse et de l'accouchement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Laura, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi. Laura, comment ça va? Eh ben, ça va super. Merci de m'inviter sur ton podcast. Comment vas-tu? Ça va, merci. Alors je t'invite donc, à t'introduire, à nous dire qui tu es, ton parcours, ton histoire et pourquoi tu as choisi ce domaine d'expertise. D'accord. Alors, ben, Laura, hein, comme tu l'as bien dit, j'ai 31 ans, j'habite dans le sud de la France, après avoir passé pas mal d'années en Angleterre. Je suis maman d'un petit garçon qui a 15 mois. Et c'est pendant ma grossesse hein, que j'ai décidé de changer de voie. À la base, je suis ingénieure, je suis allée jusqu'au doctorat. J'ai passé à peu près 7 ans en Angleterre. J'ai travaillé, dans la Formule 1, donc les voitures de course. D'accord. J'étais ingénieure, mécanique, donc je concevais des pièces. Ensuite, j'ai fait un doctorat avec, l'équipe Mercedes, donc c'était la top écurie, des fins et qui ont sponsorisé mon doctorat et voilà, donc j'ai travaillé là-dedans avec des capteurs de pression, des fibres optiques, voilà. Donc des années comme ça, une première carrière, en ingénierie qui, en fait, était super intéressante, ça, c'est sûr, hein. Mais ça a jamais été, quelque chose qui me faisait vibrer, en fait. Beaucoup de gens, qui sont dans ces domaines-là, c'est des métiers passion, hein. Vu les heures, de travail, qu'on fait, la compétitivité avec, les autres écuries et cetera, il faut, il faut aimer ce travail et moi, je pense que c'était un peu, tu sais, la bonne petite élève qui a fait ça et ensuite qui a eu une opportunité, donc qui est allée faire ça et puis si et puis qui a une opportunité de faire un doctorat, donc bon, bah, on va pas la lâcher l'opportunité, on va le faire et en fait, voilà, comme ça, comme ça, comme ça et mais toujours à me dire: «Mais qu'est-ce que je fais là, en fait?» Des fois, je faisais des heures pas possibles et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là?» Et ouais, c'est vraiment quelque chose que, c'était intéressant, mais c'était pas fait pour moi, en fait. Et ça fait depuis très, très longtemps, je sais que mais c'était toujours difficile de se dire, «Il faut que je change, qu'est-ce que je veux faire?»
Et une chose que je savais, c'est que je voulais travailler avec les femmes et les enfants, et ça, c'était depuis très, très longtemps. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je voulais faire. Et pendant ma grossesse, justement, j'ai découvert, l'hypnobirthing et je suis passée de, je sais pas trop, qu'est-ce que c'est, l'accouchement, je savais que je voulais être enceinte, j'ai toujours adoré les femmes enceintes, trouvais tellement belles. Mais après, voilà, ma mère, elle avait eu des accouchements assez, rapides, qui me disaient: «J'ai pas eu le temps d'avoir la péridurale», donc pour moi, je me suis dit: «Bon, l'accouchement, on va à l'hôpital, on a la péridurale, sauf si on arrive comme ma mère à la dernière minute», mais voilà, enfin, voilà. J'avais pas trop d'informations plus que ça et justement avec cette méthode où c'est basé principalement sur l'information de connaître son corps, la physiologie de l'accouchement, les hormones, les muscles, tout ça et puis des méthodes de relaxation si on veut ou pas, hein. C'est pas obligé, mais accoucher sans péridurale, mais on peut aussi accoucher avec péridurale et puis aussi, si on veut, une césarienne, aussi comment, la vivre, de façon, plus positive. D'accord. Et d'ailleurs, cette passion pour, le Formule 1, c'est quelque chose que tu avais depuis toute petite ou, Et comment c'est bah, arrivé? c'est pas moi, c'est mon père. Donc en fait, j'ai toujours pensé un peu que j'avais, cette carrière, pour lui et lui, il aurait adoré, il aurait tué presque pour avoir ce boulot et je pense que je l'ai fait un peu pour lui, toute cette carrière et maintenant je veux faire une carrière pour moi, tu vois? C'est Mmh. la trentaine, tu changes un peu de tu fais c'est j'ai fait les choses pour les autres et maintenant je veux faire les choses pour moi. Alors justement là, est-ce que, tu peux nous mentionner quelques croyances que tu as fait basculer entre, ta vie où tu travaillais dans le Formule 1 et où tu respectais un petit peu finalement ce que ton père voulait pour toi et le moment où tu as basculé, tu as voulu vraiment, faire les choses pour toi? Quelles sont les croyances que tu as pu remettre en question? Est-ce que tu avais peut-être peur de décevoir ton père? Est-ce que comment tu as surmonté tout ça? C'est toujours un travail parce que, ils ne savent toujours pas ce que je fais, mes parents, alors que ça fait déjà, voilà, quelque temps que je suis, en reconversion. Ils savent toujours pas, hein, que je suis en reconversion. Ben, c'est ouais, c'est ça, c'est de, c'était tellement un rêve pour lui et je sais très bien le genre de choses que je vais entendre, mais la Formule 1, tout le monde est toujours, émerveillé, mais oui, mais moi, c'est pas ce qui m'émerveille, tu vois? Ou, tu es allé jusqu'au doctorat, oui, j'ai fait un doctorat et ça m'aide tous les jours. Tous les jours, je sais comment faire de la recherche, je sais comment, faire de la recherche critique, je sais comment analyser, des données, tout ça et ça me sert tous les jours parce que il y en a des choses à analyser sur, l'accouchement, sur toutes ces, toutes ces choses qu'on fait aux femmes et tu vois, ça me tient vachement à cœur d'analyser, de pouvoir apporter, un côté scientifique aussi, moi, je crois, en le corps de la femme et de qu'on sait comment accoucher et cetera. Mais c'est vrai qu'apporter quand même un côté, scientifique, des recherches, ça aide aussi. Donc je fais c'est encore un travail, mais tu vois, c'est à moi, je me dis, «J'ai fait tout ça, c'est pas en vain, c'est pas, ben, voilà, j'ai fait toute cette carrière, je l'ai mis à la poubelle, ça me sert plus». Non, tous les jours, ça me sert. Ça m'a appris une façon de travailler, tu vois, jusqu'au doctorat, toute cette façon de travailler, en Formule 1, cette compétition, ce toujours faut être au top, tout ça, ça t'apprend une façon de travailler. C'est pas grave si tu l'appliques pas, à fabriquer des pièces, concevoir des pièces pour une voiture. Tu peux l'utiliser autre part. C'est ça, c'est que toute notre vie, en fait, on apprend des méthodes plutôt et des process qui, ensuite nous servent dans n'importe quel projet entrepreneurial, que ça soit un podcast, que ça soit, des recherches, effectivement sur l'accouchement. Il y a rien qui est jeté à la poubelle et on le voit d'ailleurs souvent les entrepreneurs, hein, qui réussissent, c'est souvent ceux
qui ont déjà travaillé dans des domaines totalement différents, Mmh. mais pour lesquels ils ont appris des méthodes, des méthodologies vraiment précises et qui peuvent ensuite retransmettre dans leur projet entrepreneurial. Donc bien sûr, ça sert toujours. Oui. Comment toi, tu as vécu ton accouchement personnellement? Alors moi, donc je m'étais vachement préparée et justement en me préparant, en faisant ça et même en me formant après moi pour pouvoir, enseigner cette méthode, je me suis dit, «Il faut que j'accouche à la maison, en fait». C'est là où on est le mieux, c'est là où, on a moins de risques, voi donc ça a été tout d'un déconditionnement, pendant plusieurs mois. Parce que c'est pas ce qu'on pense, au premier abord, hein. Mais voilà, les études, elles montrent bien qu'on a moins d'interventions, qu'on a moins de problèmes, en fait, à la maison, pour évidemment une grossesse, qui se passe bien, hein. Je parle pas des grossesses à risque et donc voilà, moi, je voulais accoucher à la maison et ce qui se passe, c'est que j'étais en Angleterre et en fait, c'est les sages-femmes, de l'hôpital qui sont de garde, qui viennent, en fait, à la maison, si on a décidé d'accoucher à la maison. C'est pas comme en France où on va, entre guillemets, booker une sage-femme libérale qui sera là tout le long de la grossesse et à l'accouchement. Là, voilà, c'est on a qui on a, pendant son suivi et ensuite on aura qui on a, de garde pour le soir et ils veulent une sage-femme pour la maman et une pour le bébé et en fait, le soir même, jusqu'au jour, hein, je savais pas trop, où j'allais aller mais j'étais préparée à toute éventualité et là, ils nous ont dit qu'ils avaient pas assez de sages-femmes, qu'il y en avait qu'une seule disponible et nous, on voulait pas du tout aller à l'hôpital. En plus, on était à 45 minutes, et moi, j'étais déjà bien partie et donc voilà, il était pas question que j'aille, et donc au final, ils nous ont envoyé une sage-femme qui nous a pas du tout plu et qui nous a un petit peu, menti, en fait, pour nous faire transférer. En me disant que ma tension était trop haute. En même temps, j'étais dans un bain chaud et elle avait toujours été parfaite, ma tension. En disant qu'elle pouvait pas vraiment, entendre le cœur du bébé. Enfin voilà, un petit peu des voilà, pour nous faire transférer quoi, pour nous faire peur. Ensuite, elle avait appelé, un sorte de SAMU là-bas, pour nous faire transférer sans nous demander notre permission, mais bon et donc c'est je me rappelle encore être dans mon bain toute nue et de lever la tête là et j'étais déjà dilatée à 6 à ce moment-là et là je lève la tête et je vois un homme en plus assez grand, assez fort, assez âgé qui regarde comme ça dans ma salle de bain et moi j'étais toute nue dans mon bain quoi et c'est en fait, c'était cette équipe qu'elle avait appelée et en fait, on savait pas trop, est-ce qu'elle va nous laisser toutes seules, tout seul? Est-ce qu'elle va, rester avec nous? Et puis il y avait eux qui étaient là, on les avait elle les avait appelés et ce qui fait qu'on s'est fait transférer quand même. Mais après là-bas, bah, justement mon compagnon, il a bien compris son rôle donc grâce à lui, j'ai pu éviter, je pense, la cascade d'interventions qu'on a justement en maternité. Parce que moi, j'étais vraiment dans ma bulle et c'est lui qui a vraiment fait la communication avec l'équipe. Il savait très bien ce que je voulais, ce que je voulais pas et donc j'ai la sage-femme qu'on a eue là-bas, elle était franchement sympa et j'ai accouché en quelques heures, voix basse, sans péridurale, parce que c'était ce que j'avais prévu, chez moi donc c'est ce qui s'est passé là. On a réussi à suivre ce projet quand même et comme on voulait, rester chez nous, ben, on est partis au bout de quelques heures, on n'est pas du tout restés. Ils nous ont proposé, mais on n'avait pas envie de rester là. Et en fait, ça m'a pris un peu de temps de faire entre guillemets «le deuil» de cette naissance, parce que j'avais vraiment envie de rester chez moi, d'être dans mon cocon et j'avais l'impression que j'avais, échoué en fait, mon accouchement. Et il m'a fallu un peu de temps parce qu'au final, tout s'est bien passé comme j'avais voulu. J'avais géré jusqu'au bout, sans rien, sans aide et cetera, mais j'avais eu un petit peu, ouais, cette déception, qui a un petit peu, qui a un petit peu duré jusqu'à ce que je fasse un travail, que je me dise: «Mais non, en fait, tout s'est bien passé, et puis c'était ce que je devais vivre», et voilà. Alors, donc maintenant, on va un peu plus parler, justement des croyances limitantes au sujet de la grossesse et de l'accouchement. Donc, quelles sont celles que toi, tu as pu, remettre en question au cours de ta vie? Alors, il y en a une,
qui me vient même avant, tu vois, d'être enceinte. Heu, j'ai pas trop galéré moi, mais je sais que ça arrive à beaucoup de femmes, tu vois? De Ce que j'avais moi en tête, c'était qu'on pouvait tomber enceinte, tout le temps, tu vois? Et en fait, j'avais, un peu cette peur, cette honte, de tomber enceinte, tu vois? Quand j'étais jeune, en fait, de me dire, je sais pas si ma mère, elle m'a mis quelque chose dans la tête, tu vois? «Faut pas être, maman jeune» ou j'en sais rien, «Il faut faire des études, il faut que tu sois indépendante» et tout ça. Et en fait, j'ai eu ce petit, ces petits trucs que j'avais presque honte. Je voulais être enceinte, mais j'avais presque honte. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et hem et en fait, je me suis en apprenant mon corps, je me suis dit: «Mais en fait, on peut pas, on tombe pas enceinte n'importe quand, du mois, quoi». Il y a et surtout celles qui ont du mal, pourront vraiment le dire, il y a vraiment une fenêtre qui est assez petite, quoi. Et hem et déjà ça d'apprendre, mon corps, de savoir de cycle, il est super, de toutes ces phases du cycle, ça il me semble d'ailleurs que tu as fait un épisode, j'ai écouté. Et enfin, j'ai totalement d'accord et j'adore, le fait qu'on est tellement incroyable, je trouve, les femmes, de se dire que, ben, pendant ces jours-là, c'est ton moment où tu vas pouvoir créer plein de choses pour ton entreprise si tu es indépendant ou pour, même, ton si tu es employé, bien évidemment, là, tu peux faire tel style de sport et ça va vraiment, t'aider et qu'après, là, c'est plutôt du repos. Enfin, il y a vraiment plein de démarcations, en fait, dans notre cycle et ces hormones, on en reparlera après pour, l'accouchement, mais ces hormones qui sont un peu, qui nous prennent un peu, par le bout du nez, qui font un peu ce qu'elles veulent avec nous, quoi. Et elles sont tellement importantes, mais en même temps, on peut vraiment jouer avec, et faire, d'avoir une vie, en phase avec, son corps, quoi. Et je trouve ça trop, intéressant. Et donc voilà, déjà je trouve qu'il y a cette croyance surtout qu'on nous met jeunes, c'est qu'on peut être enceinte en même temps, donc il faut faire attention et cetera, machin, On prend des pilules qui nous, font pas spécialement du bien, très tôt, pour des raisons qui sont pas les bonnes, en fait. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise, «Ben non, ça sert à rien de prendre la pilule, pour pas tomber enceinte», voilà. Et que apprends ton cycle plutôt et tu verras que souvent, je pense, en plus, quand on est jeune, on doit avoir un cycle assez régulier, hein, tous, je pense plus ou moins. Donc apprends ton cycle et tu verras que tu tomberas pas enceinte toutes les 5 minutes. C'est pas vrai. Ouais, il y a une vraie pression, sur les femmes par rapport à ça, alors que bon, on est quand même 2 hein, dans la relation sexuelle. Donc En plus, déjà, ouais. c'est pas juste. Mmh. Premier point et deuxième point, oui, alors justement, j'ai fait un épisode, qui est donc, qui est sorti en janvier, donc très récemment, sur la symptothermie, qui est une contraception donc naturelle justement d'analyse des données de notre cycle. Donc il y a rien d'improvisé, hein, c'est vraiment quelque chose, d'assez approfondi où on va vraiment analyser des données avec des graphiques et tout. On va analyser notre nerf cervical, notre Ouais. température avec un thermomètre basal pour bien qu'il y ait la virgule, pour que ce soit très précis. Pour vraiment voir quand est notre ovulation et surtout d'avoir une période de sécurité parce qu'on ovule qu'un seul jour, mais comme les spermatozoïdes restent 5 jours, et ben, voilà, il faut bien tenir une fenêtre de sécurité, Mmh. avant et après l'ovulation. Donc tout ça, c'est des données qui s'analysent. Aussi, il faut savoir que notre cycle n'est pas toujours régulier, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour, bah, voilà, l'ovulation, elle aura lieu à peine, 10 jours après les règles ou, parfois un peu plus long, 20 jours. Donc c'est pour ça qu'il y a pas de il y a rien qui est fixé, en fait et la symptothermie, c'est la seule, voilà, méthode naturelle qui nous permet vraiment de voir quand a lieu l'ovulation sans calculer, sans anticiper et Mmh. calculer sur des données, improvisées. Donc voilà, ça amène effectivement à une vraie connaissance de soi et de son corps. Ouais, qui est quand même Heu, assez, incroyable. voilà et c'est même donc, selon l'indice de Pearl, c'est même donc, plus fiable que la pilule, encore plus. Ouais, moi ça m'étonne pas. Parce que si tu vois, moi, j'ai arrêté, la pilule avant même de décider, d'être enceinte, parce que enfin,
la pilule, ça fait longtemps, j'avais un implant qui me convenait pas du tout et quand j'ai arrêté, je me suis dit: «Bah, je vais, suivre mon cycle, en fait. On fera attention à ce moment-là» et j'ai suivi mon cycle et j'ai passé, 3 ou 4 ans sans contraception, sans tomber enceinte une seule fois et quand j'ai décidé de tomber enceinte, je suis tombée enceinte au 1er cycle. Donc donc suivre son cycle, ça marche. Oui et puis il Je y a le confirme. aussi, justement, avec Eugénie donc qui est formatrice en symptothermie, on parlait des croyances qui orientent aussi notre corps. Donc quand on a une forte croyance inconsciente et consciente d'avoir un enfant et bah, boum, ça arrive. Donc forcément quand on se conditionne, on se dit: «Non, je n'aurai pas d'enfant». Oui, bah, forcément ça influe aussi, notre Mmh. corps. Oui, oui, bon après, s on va peut-être pas partir là-dedans, mais moi je crois à 100 à la loi de l'attraction, tout ça, Mmh. donc tout ce qu'on envoie, ça nous revient, donc mais on va parler vraiment des croyances, qu'on a parce que je pense pas tout le monde est dans cette optique non plus. Ouais. Oui, alors moi j'en pense à une notamment qui serait, donc bah, l'accouchement est extrêmement douloureux, Mmh. d'où l'arrivée de la péridurale. Alors voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et ben, moi, personnellement, je savais pas trop, où me mettre. Ce qu'il y avait, c'est que, tout ce que j'entendais autour de moi, c'était souvent négatif. C'est très rare qu'on nous raconte des belles expériences. Donc c'est ce que je fais moi sur mon podcast, hein, c'est de partager des expériences positives, pour justement, essayer de ne pas, biaiser, justement ces croyances, qu'on peut avoir. Bah, «Ah moi aussi il peut m'arriver ça» et cetera et plutôt, ben: «Oh bah moi il peut aussi m'arriver un super bel accouchement» et donc ce que j'avais autour de moi, c'était ça et aussi, presque c'est automatique qu'on ait une péridurale parce que, ben, pourquoi on irait souffrir, en fait? Et ce qu'on nous dit pas quand même, c'est que la péridurale, ça peut affecter, énormément, l'expérience de l'accouchement, surtout au niveau des hormones, en fait et ça, c'est des recherches que j'ai fait, récemment et en affectant, en fait, ces hormones, ce cocktail d'hormones que tu devrais avoir pendant l'accouchement, bah, ça va affecter aussi après, l'attachement avec son bébé et ça, c'est des choses que on sait pas parce que déjà quand on va voir un anesthésiste, il va nous dire: «Il peut avoir ça qui arrive ou telle chose qui arrive», mais on va pas nous parler, que les hormones, elles vont, être, réduites, qu'on n'aura plus d'ocytocine. Voilà, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est l'hormone, qui, fait qu'on a des contractions efficaces et donc qu'on a un accouchement qui peut être moins long, moins douloureux. Parce que quand on produit nos ocytocines, on produit aussi nos endorphines. Donc quand on est vraiment dans sa bulle comme ça, il y a même des femmes donc moi je n'ai pas vécu ça, hein, mais il y a des femmes qui parlent, d'accouchement orgasmique. Mmh. Donc ça, j'aimerais bien savoir ce que ça fait. Mais on est quand même, moi par exemple qui n'ai pas eu la péridurale et des femmes qui m'ont parlé aussi de une fois qu'elles ont eu la péridurale, ça les a totalement changées, je sais pas comment dire, mais d'état d'esprit, tu vois? Et c'est parce qu'en fait, tous ces hormones, parce que les hormones, de l'amour, de l'ocytocine, ça te met quand même dans un état, un petit peu second, quoi et ça te fait produire des endorphines. Donc en fait, ça t'aide à réduire la douleur. Donc si on reste, en fait, dans son cocon, donc là, ça serait parler de des accouchements, à domicile ou alors des accouchements respectés en hôpital avec des lumières tamisées et cetera. Si on reste là-dedans, évidemment, chacun a sa jauge de douleur. Mais si on reste là-dedans, en fait, ton corps, il va produire ce qu'il faut pour que soit tu sois un peu dans cet état de conscience, altérée et qu'en plus tu produises tes endorphines. Donc Mmh. oui, c'est sûr qu'on n'est pas en train de se promener, dans un parc, hein, mais en fait, on arrive, en fait, à surfer parce qu'aussi une contraction, c'est pas constamment. C'est pas genre je suis en travail pendant 10 heures et pendant 10 heures j'ai mal. Une contraction, ça vient, il y a un pic et puis ça repart et entre, il y a, du repos et si on apprend à se reposer, à respirer, donc tu vois, un peu de l'hypnobirthing, l'hypnonaissance, voilà, des méthodes de relaxation et ben, on se repose entre. Donc en fait, ça va évidemment, augmenter en intensité, mais ça va pas augmenter de façon que tu peux plus supporter parce qu'en fait, entre, tu t'es à chaque fois reposé.
Donc c'est comme si, tu faisais du sport et puis tu courais, puis après tu te reposes, tu cours, tu te reposes. Tu arrives à durer dans la longueur et en fait, un accouchement, c'est intense, mais quelque part, c'est si tu suis ton corps et cetera, c'est pas s douloureux. Parce qu'il y a aussi des femmes, qui m'ont parlé d'être, on les avait obligées à se mettre sur le dos, tu vois, par exemple, pendant l'accouchement, les pieds dans les étriers et cetera et ça, elles ont ressenti tout de suite plus de douleur. Parce que quand on écoute son corps, ton corps, il va te faire bouger. Moi, à un moment, me disait que ça durait trop de temps, que la tête de mon bébé n'était pas alignée avec son corps et que c'est pour ça que ça durait. Et en fait, inconsciemment, je me suis mis allongée sur le côté et c'est comme ça que j'ai donné naissance. Alors qu'il voulait intervenir et ben, mon fils est né tout seul. Parce que là, moi, je poussais plus, j'avais plus envie et en fait, chaque contraction a fait que, ben, il est sorti, quoi et j'ai poussé à la fin. Mais tu vois, aujourd'hui, je pourrais même pas te dire ce que c'était la douleur, alors que j'ai accouché sans péridurale, tu vois? Je l'ai ressenti tout le long, j'ai perdu les os à 2 heures et il est né à 5 heures du matin après, donc tu vois, ça a duré quand même. Mais je pourrais pas te dire ce que c'était comme douleur. Alors que je me Mmh. rappelle encore quand mon frère m'a fait tomber, il m'a cassé le poignet. Ça, je m'en rappelle. Mais je pense que la plus grosse croyance qu'on a sur l'accouchement, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui doit nous accoucher. En fait, c'est de remettre la responsabilité vers quelqu'un d'autre, qu'on a besoin du personnel médical. Je dis pas, qu'on devrait tous accoucher, chez soi tout seul, c'est pas, ce que je dis, tu vois? Mais que une fois qu'on a franchi, le pied de la maternité, l'hôpital, en fait, on se retrouve un peu dans cette position de patient avec, l'autorité médicale. Et il faudrait, qu'on réussisse à se détacher de ça, tu vois? De se déconditionner et de se dire, en fait, comment est-ce que, une personne qui est en face de moi, qui est pas en train de vivre l'accouchement, peut savoir mieux que moi? Et on a tellement cette croyance de dire: «Ben, on va les écouter parce que eux ils savent». Mmh. Le personnel médical, il sait, ils en ont vu des accouchements, ils savent tout ça, tu vois? Mais en fait, non, toi, c'est ton corps et eux, ils vont suivre des protocoles, tu vois? Ben, tu es dilaté à temps, dans 1 heure, tu seras dilaté à temps, tu vois? Il y a un peu ces protocoles comme ça. Alors que combien de femmes, avec qui j'ai parlé, elles sont passées de 6 à 10 en 45 minutes. Donc c'est pas 1 centimètre par heure et ça, c'est d'écouter son corps, de se faire confiance qu'on est capable, je veux dire, personne nous a dit comment ovuler. Personne nous a dit comment, ben, faire grandir, son bébé pendant 9 mois dans son ventre. Pourquoi est-ce qu'on nous dit comment il faut accoucher? Mais Ça il y a qu'à voir, les autres mammifères. exactement. Les autres mammifères, c'est instinctif. En fait, l'accouchement, c'est quelque chose, d'instinctif. On n'a pas besoin Mmh. d'apprendre à le faire. D'ailleurs, j'en parlais avec, avec une sage-femme, au Brésil justement qui aide les femmes à accoucher chez elle et je lui posais des questions: «Alors, est-ce qu'il faut entreprendre des massages, des plantes avant? Qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer le corps? La la li, la la la». Elle me dit: «Ah non, mais ton corps, il sait accoucher, hein». Oui! Super! Elle peut venir Elle me ici dit, cette sage-femme. ouais, elle me dit: «Ton corps, il sait accoucher». Alors après, oui, les massages, les plantes, la respiration, tout ça, c'est très bien. Mais Mmh, même si tu fais pas ça, ton corps, il saura accoucher c'est le jour ça. J. En fait, tu vois ça, moi je suis totalement d'accord. Je dirais que techniquement, si on était comme les animaux, si on était dans une autre société, on n'aurait pas besoin de se préparer. On n'aurait pas besoin de savoir la physiologie de l'accouchement. On n'aurait pas besoin de connaître des méthodes de relaxation. On n'aurait pas besoin de dire à son chéri comment nous masser, etc. On n'aurait pas besoin de tout ça. On saurait faire. Le problème, c'est que on va dans des hôpitaux, on va dans des maternités, et là, on est perturbé. C'est pour ça que, pour moi, pour vivre une expérience qui est positive, il faut être préparé. Parce on n'a pas la place, en fait, ben, d'être comme les animaux et d'être dans un coin, de la maison, dans le noir. Il y a des femmes de plus en plus, hein, qui accouchent, seules et c'est d'ailleurs les plus belles, expériences que je reçois sur le podcast. Mais si on veut accoucher de façon, physiologique, naturelle,
respectée en hôpital, il faut se préparer et c'est pour ça qu'il y a vraiment un besoin. Sinon, je te dirais, il y a pas besoin, tu sais faire, ton corps, il sait faire. Mais quand on arrive, voilà, dans un hôpital, qu'on est, face à l'autorité médicale, on peut pas rester dans sa bulle, comme ça. C'est pour ça que le compagnon, ça, c'est une autre croyance, qu'ils sont là en spectateur et ils font rien. Bah si, justement, c'est à eux d'être, super, à fond sur leur rôle qui est de protéger. En fait, c'est le défenseur, de la caverne, à l'époque, préhistorique, tu vois? Où là, ben, on protégeait des lions, de je sais pas quel animal sauvage était autour, quoi, des dangers. Et ben, c'est un peu pareil là, sauf que bon, bah, c'est pas des dangers comme ça évidemment, mais c'est, ben, les dangers entre guillemets des protocoles, bah, toutes les femmes, ont un accouchement qui devrait durer 41 semaines, tu vois? C'est encore une fois, ça c'est basé sur des études qui ont fait des études sur, 200 femmes. Mmh. On on est toutes différentes, on a toutes des cycles différents, tu vois? Et on déclenche en fait des femmes, pour des raisons de dates qui sont même pas souvent, vraies par rapport aux échographies, par rapport à un cycle qui n'est peut-être pas régulier comme on en parlait. Et je parlais avec une auxiliaire de puériculture qui travaille en salle de naissance, qui m'a dit: «En 2 ans, j'ai jamais vu une seule naissance pareille». Donc Ah oui. pourquoi ne pas faire confiance en les femmes et ne pas, leur appliquer tous ces protocoles qui font qu'elles ont des expériences, ben, soit traumatisantes, soit peut-être ça s'est pas passé exactement comme elles ont voulu et en fait elles ont subi, tu vois, leur accouchement, elles ont accepté des choses sans vraiment qu'on leur explique des quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que, oui, il faut faire confiance en son corps, mais si on va en maternité, je pense qu'il faut se préparer, Et quand oui. même à fond. Non, bien sûr et d'ailleurs, on va en parler, mais les femmes prennent aussi de gros risques en accouchant chez elles. Pardon, les sages-femmes prennent des gros risques pour, aider les femmes à accoucher, chez elles et mais avant, justement, ça me fait penser à une croyance aussi que tu avais mentionnée sur, ton compte Instagram, qui est la croyance que, eh beh, il faut pas manger avant d'accoucher si jamais doit y avoir une césarienne. Alors, ce qui est totalement absurde Oui. Mais puisque ça me fait voilà, parce que notre corps, se prépare, vraiment à un marathon et nous bah, voilà, on le prive? on le prive d'eau et de nourriture. Non mais c'est quand même affolant. Oui, ça c'est vraiment, quelque chose ça me il y a celle-là et puis il y en a une autre qui me fait sortir ma tête, c'est, que le placenta a une date de péremption, mais on en revient après, hein. Ouais. Celui-là sur, faut pas manger, faut pas boire. Alors après, on a envie, on n'a pas envie. Moi, par exemple, j'avais pas spécialement faim, mais alors boire, c'est impossible de 2 heures de l'après-midi jusqu'à, 5 heures du matin de pas boire. C'est quand même, la chose la plus vitale du corps humain et quand on est comme ça en train d'accoucher, on a ces muscles qui travaillent à chaque contraction. On doit respirer si on a appris à respirer et cetera. Donc il y a tout ce sang qui a besoin, d'énergie, donc qui vient de l'eau ou qui vient de si on veut manger et là, on nous demande, parfois ça peut durer des heures, hein, de faire un marathon et on nous donne pas à boire, on nous donne pas à manger et j'ai même appris alors moi je n'avais pas demandé la permission, j'avais ma bouteille de 2 litres et puis, j'avais mon chéri qui me donnait à boire, à chaque contraction, à chaque pause entre les contractions. Mais je sais pas, enfin je veux dire, pour si jamais ça finit en césarienne, si vous avez mangé et si vous avez mangé juste avant, que ça change quoi avec, quelqu'un qui serait là depuis, 4 heures et qui mange? Ça ch Si vous devez avoir une césarienne avec une anesthésie générale, ben, on vous mettra, en tant que personne qui a le ventre plein. Comme, si jamais il y a un accident de la route, par exemple, pareil, ben, une personne Ah qui a bah un oui, ventre plein. Voilà, tout c'est bien simplement. que tu le mentionnes parce qu'effectivement, quelqu'un qui vient d'avoir un accident et qui doit absolument être opéré, si la personne vient de manger, bah, il y a pas trop le choix, hein. Non, bah, on attend madame, hein. Exactement, c'est exactement la même chose. Mais en fait, c'est toutes des choses, ça
ça me fait mal, tu vois, de dire ça parce que ça me fait mal qu'on fasse ça aux femmes. Tu vois, j'ai entendu, on m'a obligée à avoir la péridurale et on m'a dit ça comme excuse. Mais ça, c'est parce que, tu vois, même, j'ai une femme qui m'a parlé de son accouchement au siège et on lui a obligé d'avoir la péridurale. Parce que, ben, ils veulent pouvoir intervenir, sans problème, tu vois? C'est pour ça qu'ils veulent que tu aies une péridurale, et qu'on te met un peu ces peurs, que tu vas avoir une césarienne, avec une anesthésie générale qui est vraiment très rare. Ça arrive dans très peu de cas, hein. Et de boire, je veux dire, ça veut dire qu'on peut pas, je sais pas si tu as déjà eu une opération, mais je veux dire même, je pense que l'heure d'avant, tu as quand même encore le droit de boire, de l'eau. Je vois pas, le problème là-dessus. Et c'est je me dis, ces personnes, elles ont été formées à l'accouchement, elles ont été formées, j'espère à la physiologie quand même et puis au corps humain. On le sait quand même que le corps humain a besoin d'eau, surtout, si ça dure des heures et j'ai entendu par des femmes en France qu'en fait on vaporise un petit peu d'eau dans leur bouche, voilà, comme on les hydrate. Donc Ouais. voilà, c'est s'il doit avoir, une anesthésie générale, ben, on vous considérera comme quelqu'un qui a le ventre plein, donc c'est pas un problème. Et ensuite, c'est souvent très rare aussi que l'urgence d'avoir une césarienne soit si urgente qu'en fait, on n'ait pas le temps de faire une péridurale. Mmh. Parce qu'une péridurale, ça prend pas non plus, 3 heures. Et si jamais ça a été tellement urgent, bah, c'est peut-être parce qu'ils ont mal géré, les choses aussi et qu'ils auraient pu voilà, se préparer un petit peu avant. Donc si jamais ça vous est arrivé, c'est aussi bien de, tu vois, d'y penser. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu des interventions Mmh. à la chaîne qui a fait que, ben, j'ai dû me retrouver en anesthésie générale, pour une césarienne? Oui, il y a une raison à ça, en fait. C'est pas arrivé, par hasard. C'est ça. Moi, je sais que ma maman, lors de mon propre accouchement, a complètement défié le gynécologue et a mangé absolument toutes les madeleines du distributeur de l'hôpital. Voilà. Ouais, ta mère, c'est un Heu, héros. ouais, totalement, c'est une héroïne, ma maman et justement, en fait, ça a duré tellement de temps parce qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Voilà, le 2 août 1996, la clinique était pleine à craquer et donc elle en pouvait plus d'attendre et sans manger, sans boire, Mmh. avec des contractions, elle s'est dit: «Non mais ça a pas la tête, moi je mange». Mmh. Bah oui, bah évidemment. Donc voilà, elle a complètement défié toute l'équipe médicale, j'adore ce type de comportement, Moi de aussi, maman. moi aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai un caractère révolté, je crois. Mais c'est bien, prenez exemple sur la maman d'Anaïs. Mais tu vois, ce que je me dis, c'est que en fait, quand on entre dans à l'hôpital pour quoi que ce soit, en fait, et surtout, c'est quelque chose que je dis aux mamans, c'est si possible, venez avec vos habits. Ne mettez pas, en fait, la blouse de l'hôpital parce que dès que tu as mis ça, bah, tu es impatient dans ta tête, tu vois? C'est inconscient. Alors que je suis désolée, être enceinte et accoucher, ce n'est pas une maladie, pour la plupart des femmes évidemment, hein. Il y a des fois des complications, on est bien d'accord, mais pour la plupart des femmes où ça se passe bien, nous ne sommes pas, malades et nous ne venons pas, à l'hôpital parce que nous sommes malades. Nous venons pour avoir une sécurité si jamais il y a quelque chose, qui se passe. Mais quand on rentre comme ça et qu'on se met cette blouse, en fait, on n'ose plus. C'est comme à l'école, tu vois? L'autorité, du maître d'école, la maîtresse, bah, là, c'est pareil, on est conditionné pour écouter, pour, faire confiance, qu'ils savent mieux, même quand ça ne résonne pas avec nous. On a du mal à dire non, on a du mal à poser des questions et c'est là où, moi je dis que le compagnon, c'est là où il faut vraiment que ce soit, une doula si jamais, le conjoint, la conjointe, elle est pas, capable en fait, d'assumer le rôle, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Tu vois? Les femmes qui sont toutes seules, c'est souvent, compliqué de pouvoir dire: «Ben, oui, OK, ça fait tant de temps et alors, on peut attendre, tout va bien». Comme moi, par exemple, tout allait bien, on n'a pas besoin d'intervenir et puis si vous faites ça, pourquoi? Quelle raison? Et de pas se laisser faire, en fait, de reprendre la responsabilité de son accouchement, de son corps, c'est Tout en ayant confiance, parce voilà, tout qu'on en voit ayant souvent le confiance. corps médical comme, le sachant, le médecin Mmh. sachant et donc on remet effectivement notre responsabilité entre ses mains, hein. Que ce soit pour l'accouchement d'ailleurs
ou toutes les maladies qu'on peut avoir, Mmh. la santé et cetera, hein. Mmh. Oui et ce qui est vraiment dommage, c'est que, comme tu dis, pour les maladies, des fois, on sent qu'il y a quelque chose, qu'on pourrait faire différemment ou que tel, protocole, de soins, par exemple, ne convient pas et en fait, on n'ose pas, faire il faut vraiment un énorme travail pour aller à l'encontre, de du de l'é du médical, vraiment à l'encontre et là, quand on accouche et qu'il y a des femmes qui ont dit: «Mais moi, j'ai besoin de bouger» et qu'on leur répond: «Mais moi, je sais pas accoucher d'autre que de les pieds dans l'étrier». «Mais écoute, en fait, je n'ai pas besoin de toi pour, accoucher mon bébé, en fait Mmh. et là, j'ai besoin de bouger. Si mon corps a besoin de bouger, c'est bien parce qu'il y a une raison» et c'est vraiment d'aller à l'encontre, en fait, de ces recommandations, de se rappeler toujours que c'est des recommandations, en fait. Il y a rien n'est obligatoire et il y a même des lois sur ça, où on peut refuser des soins, et rien n'est obligatoire. Alors justement, comment on peut accoucher, sereinement donc chez soi, en prenant une doula, une sage-femme? Donc on le disait tout à l'heure, elles prennent des risques puisque ou alors elles prennent des assurances extrêmement chères qu'elles ne peuvent de toute façon pas se permettre. Donc comment comment on peut, voilà, accoucher sereinement chez soi? Oui, il y a vraiment très peu de sages-femmes, moi je suis dans la région, Alpes-Maritimes, PACA et je crois qu'on n'en a qu'une, donc ça fait pas beaucoup. Waouh! Je sais plus le nombre, mais je crois qu'il y en a peut-être une quarantaine, quelque chose comme ça dans toute la France, donc c'est vraiment très peu. Heu, En fait, déjà, c'est peut-être de se dire que techniquement, il y a pas de risque d'accoucher. Voilà, déjà ça. Je sais que souvent, quand on s'enlève de son cocon, donc voilà, comment être sereinement, c'est d'être dans son cocon, d'avoir des lumières, tamisées, d'être vraiment, si jamais tu as des animaux, des chats, comment est-ce qu'ils accouchent, tu vois? Dans un coin de la maison, sombre, seul, en fait. Et quand on a fait cette démarche de se dire: «Ben, voilà, soit on a eu quelque chose de traumatisant à l'hôpital, on veut pas revivre ça, soit on a déjà fait nos recherches et on s'est dit: «Bah, en fait, oui, il y a pas de raison d'aller à l'hôpital». Donc si on trouve une sage-femme, déjà, c'est de se faire confiance, de voilà, de partir, de faire ce cheminement, de se dire, «En fait, un accouchement, il y a pas de risque. Quand je vais aux toilettes, pour faire mes besoins, il y a personne qui est là qui me tient la main et techniquement, accoucher, c'est comme faire une grosse commission», tu vois? C'est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus intense, mais en fait, le corps sait faire. Il y a l'éjection, le réflexe d'éjection, au moment où le bébé doit sortir. Moi, je l'ai énormément, vécu, ce réflexe, en fait, tout le long, même dans l'ambulance. C'est pour ça que je pense que j'étais prête, bien avant et arrivée à l'hôpital, en fait, ça a ralenti les choses. Donc quand on reste dans son cocon, donc on écoute son corps, on l'écoute si jamais il a besoin de bouger et c'est de faire confiance, de connaître la physiologie, puisque même à la maison, il faut quand même avoir confiance, de reconnaître des étapes. Il y a l'étape où, juste avant que son bébé arrive, on va on va plus être dans cette conscience altérée, en fait, d'ocytocine, de cocktail d'ocytocine, d'endorphine et là, en fait, le corps, te dit: «Eh oh, faut se réveiller, ton bébé va arriver» et là, il y a un switch, et c'est l'adrénaline qui prend le devant, tu vois? Pour te réveiller, pour te dire: «Maintenant, ton bébé arrive, faudra que tu l'attrapes», et cetera et pendant cette phase-là, qui est vraiment, importante à se rappeler, parce que c'est là où toutes les peurs, toutes les croyances qu'on a vont ressortir. Donc si on a fait un gros travail avant, il y en aura peut-être moins, mais c'est là où, bah, il y a peut-être des femmes, qui veulent accoucher à la maison et qui vont se dire: «Bah, non, je peux plus, appelle les pompiers» ou je on va à la maternité et à ce moment-là, on a ces propos-là: «Je veux plus accoucher, je peux pas le faire, j'ai peur» et cetera. Parce qu'en fait, c'est l'adrénaline qui reprend le dessus et Mmh. si jamais ça vous arrive, ben, sachez que bébé arrive entre une demi heure et une heure suivant, et cette phase, elle est très, très courte, mais c'est là où, en fait, les accompagnants, s'ils sont pas au courant, c'est là où on peut paniquer et se dire: «Mais attends, depuis tout à l'heure, elle gère, mais là, il y a un problème, c'est plus elle veut plus, elle a mal», enfin, tu vois? Donc c'est bien de connaître, cette phase et c'est dommage, j'ai l'impression qu'en maternité, on oublie en fait que c'est ça, parce qu'il y avait des femmes qui demandent la péridurale à ce moment-là, qui l'ont et c'est leur bébé qui arrive une demi heure et on se dit: «Ah ben, je me suis relaxée». Ben non, c'était la phase,
qui annonçait que ton bébé allait arriver, tu vois? Après, si on la demande, c'est aussi possible qu'il reste encore du temps, mais comme, la péridurale réduit les hormones d'ocytocine, bah, ça va obligatoirement réduire, le travail, ça va ensemble, tu vois? Ah, Parce que c'est fou ça, hein, de se dire mmh. que ça réduit les hormones, Et oui, parce que ça, quand même, c'est quelque chose on n'entend pas souvent et je lisais un énorme bouquin sur les hormones et il y avait des études qui montraient, un groupe de femmes avec et sans péridurale et on en a besoin énormément. Donc ça, c'est une autre peur, croyance qu'on peut avoir, c'est, l'hémorragie du postpartum. Donc une fois qu'on accouche le placenta, on a peur de faire une hémorragie et c'est peut-être, aussi les peurs que le personnel médical va nous mettre, si jamais on veut accoucher à la maison, si jamais on veut pas de péridurale, si jamais on veut pas d'injection d'ocytocine de synthèse, donc d'hormones de synthèse. En fait, on voit que l'ocytocine, elle augmente et juste après la naissance, il y a un énorme pic parce que ça permet de fermer les vaisseaux sanguins. Donc, juste après que le placenta sort, ça ferme les vaisseaux sanguins, donc ça évite les hémorragies. Et quand, ces femmes qui ont, la péridurale, donc dans ces 2 groupes, en fait, la leur, au lieu d'augmenter et d'avoir un pic, elles descendaient. Donc elles avaient, une réduction de leurs propres hormones qui augmentait juste un petit peu après la naissance. Donc cette peur, d'hémorragie du postpartum, en fait, c'est à cause de justement de ces déclenchements, à cause de toute cette surmédicalisation. mmh. Parce que quand on déclenche aussi, ben, on va injecter des hormones de synthèse et le corps, quand il a reçu des hormones de synthèse pendant trop longtemps, les propres récepteurs d'hormones naturelles, ils marchent moins bien. Et oui. Donc on a moins la facilité de produire ses propres hormones et comme on sait que nos hormones naturelles sont beaucoup plus efficaces et ben, ça fait que, ben, on a plus d'hémorragie par la suite. C'est exactement comme, les drogues, hein. C'est-à-dire enfin, je fais une comparaison parce que, Vas-y. c'est hyper parlant. C'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre une drogue qui permet d'augmenter la dopamine et bah, après on a la fameuse descente parce que du coup notre cerveau n'est plus habitué à produire, sa propre dopamine. Mmh. Et ouais, Donc ça doit être avec les récepteurs, je pense que ça doit être, c'est ça, ah, en fait, on doit la produire, je pense, mais en fait, on n'arrive plus à la recevoir, de nos récepteurs, ça ils et doivent oui. marcher ensemble, ouais. Et ça, c'est alors ils expliquent en neurologie, en fait, c'est parce qu'entre les synapses, ça vient bloquer bon, dans le cas de la drogue, dans le cas des hormones, je pense que c'est peut-être un peu plus complexe, mais dans le cas de la drogue, c'est qu'en fait, au niveau des synapses, ça vient bloquer le recyclage de la dopamine. Pourquoi on n'est pas tout le temps euphorique? C'est parce qu'en fait, notre dopamine, elle se recycle, c'est-à-dire Mmh. qu'il reprend les mêmes molécules et quand on prend donc un psychotrope et ben, ça va bloquer ce recyclage, ce qui fait que sur le récepteur, on va recevoir énormément de dopamine et du coup, le cerveau, il se dit: «Ah bah OK, bah du coup, j'ai plus besoin d'en produire. Tranquille, moi Ah! je suis en vacances». Ce qui fait c'est pour ça, en fait, qu'après on le déshabitue à le produire, lui-même. Donc c'est exactement le même principe, pour les hormones. C'est-à-dire que si on lui injecte des hormones de synthèse et bah, le corps, il va se dire: «Oh bah tranquille, du coup, j'ai plus besoin de le faire». Voilà et ben, tu vois? Tu es même pas, dans ce domaine et tu as compris. Oui, bah, moi j'adore, tout ce qui touche à la neurologie, ça me passionne et c'est fou comme, je me fais souvent cette grande réflexion où je me dis dans notre monde moderne, on a vraiment construit plein d'outils qui sont censés nous faciliter la vie, mais finalement qui ne sont pas du tout adaptés à notre physiologie. Mmh. Il y a qu'à voir les toilettes. Les Oui. toilettes, ce n'est pas adapté à notre physiologie pour faire la grosse commission. Oui, faudrait qu'on ait Puisque les jambes plus haut, et voilà, plus on est censé être proches. accroupi pour que ce soit droit, en fait, pour que le côlon, voilà, ça puisse être droit et donc pouvoir, déféquer, vraiment en facilité, sans douleur et cetera. Alors que d'être assis, ça fait que c'est tordu, donc c'est beaucoup moins pratique et je me fais, voilà, toujours cette grande réflexion de me dire: «On a créé plein d'outils modernes qui ne sont finalement pour nous faciliter la vie, mais qui ne sont, au final, pas du tout adaptés à l'être humain». Mmh. Par peur, par peur, par croyance aussi que c'est comme ça qu'on aura plus de confort. Il y a cette très belle phrase, qu'une chamane, indigène que je connais me disait,
En fait, ça a commencé à dérailler quand l'être humain a pensé que la nature était contre lui, c'est-à-dire que la nature Mmh. n'était pas confortable et qu'il devait donc, produire des outils pour être plus confortable en dehors de cette nature et et je trouve ça très vrai, enfin, c'est et effectivement, toutes les croyances, au sujet de l'accouchement, rejoignent ce sujet. Ouais, parce qu'après, c'est sûr qu'il y a des situations où on a besoin, d'être à l'hôpital, on a besoin d'avoir une césarienne. Il y a après, à quel niveau, tu vois? Est-ce qu'un bébé en siège, c'est obligatoire? Je sais qu'on dit aux femmes, bah, ton bassin, il est trop petit, sauf que le bassin, il s'ouvre pendant l'accouchement, donc c'est en fait toutes ces, ce qui me fait moi mal, tu vois? C'est de dire à ces femmes qu'elles sont pas capables, alors qu'elles le sont. Et quand tu parles, des toilettes, ben, moi, je pourrais te parler du lit d'accouchement avec les pieds dans l'étrier. Ça, Oui. c'est la position la moins physiologique et sauf que, ben, quand on est accouché par un gynéco, un obstétricien, ben, eux, ils savent pas faire autrement. Parce que eux, ils sont formés à la pathologie. Donc c'est ça aussi, de peut-être se dire: «Moi, je veux un accouchement, physiologique, j'ai pas de problème de» ben, peut-être être suivi par une sage-femme au lieu d'être suivi par un gynéco. Parce qu'une sage-femme, c'est formé à la physiologie et un gynéco, c'est formé à la pathologie. Alors justement, on en revient au sujet. Comment est-ce qu'on peut accoucher chez soi sereinement sans sage-femme? Donc ça veut dire, Mmh. peut-être inviter des amis qui ont déjà vécu des accouchements, je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, je pense que le 1er truc, c'est de faire un énorme travail sur soi. On fait pas ça comme ça, enfin, les femmes qui le font, elles sont responsables, mais en fait, c'est ça, c'est de la responsabilité de se remettre à soi, mais du début à la fin, même certaines qui ont pas de suivi, pour grossesse, hein, parce que quelque part, encore une fois, bah, c'est pas une maladie. Pourquoi est-ce qu'on doit aller faire, des échos tous les mois? Je sais qu'il y en a, des prises de sang et cetera. On le sent quand il y a quelque chose qui va pas. Si on écoute son corps, après voilà, ça dépend à quel degré on est, de conscience avec son corps évidemment. De faire, ce travail, de remettre la responsabilité. Donc là, tu m'as dit, d'accoucher sans personne, donc sans assistance médicale. C'est ça qu'on veut dire. On peut avoir des amis, on peut avoir une doula, on peut avoir son conjoint, conjointe, on peut avoir ses enfants, ses autres enfants. Mais sans assistance médicale, c'est quelque part, bah, prendre la responsabilité entière de son accouchement. Mais ça va aussi jusqu'à, ben, déjà de se dire que, de base, il va rien se passer de mal. Donc il y a pas de risque d'accoucher, déjà ça et c'est de se dire que si jamais il y a quelque chose, en fait, j'ai vu des témoignages de femmes qui sont allées jusque-là où il y a eu un bébé qui est mort, né, seul chez elles et en fait qui avait pris la responsabilité de cet accouchement, mais du début à la fin et qui ont pris la responsabilité, en fait, qu'il se soit passé ça, tu vois? Est-ce que s'il y avait une sage-femme, ben, ils auraient mis la responsabilité sur elle? Que c'était, sa faute que cet enfant était mort, par exemple? Et que normalement, c'est rare que ça arrive, que quand on va le sentir si jamais la femme, elle le sait, il y a beaucoup de femmes qui se sont déplacées alors qu'elles avaient décidé d'accoucher seules chez elles, parce que justement elles ont senti qu'il y avait quelque chose et en effet, il y avait bien quelque chose et donc là, elles se sont rendues. Donc c'est d'être responsable de son accouchement et aussi d'être responsable de se dire: «Si je sens qu'il y a quelque chose, ben, j'irai. Je vais pas, laisser ça comme ça». Mais donc voilà, déjà, je pense que le premier truc, c'est de faire un gros travail sur ses peurs, de se dire: «L'hémorragie du postpartum, bah, ça arrive parce qu'il y a des interventions, parce qu'il y a ces hormones synthétiques, en temps général, ben, ça n'arrive pas». Hem, d'avoir, ouais, voilà, comme je te disais, de connaître, les étapes, de connaître cette phase où justement on va, passer, un peu en mode, j'ai peur, je veux arrêter, je veux aller à la maternité, je veux appeler les pompiers, toute cette phase-là. De savoir aussi qu'un cordon autour du cou, bah, ça c'est une croyance énorme, ce n'est pas grave, c'est normal. Un bébé qui naît avec le cordon autour du cou, il y en a un nombre incalculable, sauf que, ben, on n'en parle pas ou alors les sages-femmes, elles l'enlèvent sans rien dire, donc on le sait même pas
Et ça, c'est pas grave parce qu'en fait, le bébé, même j'ai vu même des fois plusieurs tours, hein. Le bébé, en fait, il est accroché au placenta et Mmh. c'est le placenta qui lui donne de l'oxygène. Donc il n'est pas étouffé parce qu'il a un cordon autour du cou et instinctivement, quand on va attraper son bébé, en fait, on va l'enlever ce cordon. Donc il va pas rester assez longtemps de toute façon et Ce c'est qui peut là être où dangereux, c'est, peut-être si c'est trop serré, je sais pas. Peut-être s'il y a un effet si d'étranglement. oui, mais bon, ça, si tu veux, on va l'enlever tout de suite dès que le bébé sort, tu vois? Après, c'est aussi, est-ce qu'il est trop court et que justement il a du mal? Je sais qu'on a déjà, coupé, des cordons parce que soi-disant il était trop court et que le bébé arrivait pas à sortir. Donc ça, c'est aussi autre chose, que je comprends pas. Qu'il y ait un problème comme ça, c'est quelque chose, mais que je comprends pas pourquoi aujourd'hui on coupe encore les cordons des bébés, immédiatement. Alors qu'on sait, il y a Oui. des études sur justement le fait que on leur prive de 30 de leur sang, donc c'est quand même énorme et surtout s'il y a des problèmes, ben, peut-être un cordon autour du cou, qu'il y a eu peu importe, des choses, ben, en fait, il continue de recevoir, toutes les bonnes choses de sa maman avec le cordon et surtout tout son sang. On voit Alors même, quand est-ce qu'il faut le couper? et ben, il faudrait le couper quand il est blanc et mou, donc ça veut dire que, en fait, quand on pourrait toucher, on pourrait le voir déjà, il est un peu bleu parce qu'il y a tout le sang, dedans et il est dur parce qu'il y a encore du sang qui circule et quand on le touche et qu'il est blanc, qu'il est mou, c'est-à-dire qu'il y a plus de sang dedans et quelque part, on aurait presque même pas besoin de clamper le cordon avant de couper parce qu'il y aura pas de sang qui va sortir. On pourrait presque juste couper comme ça et puis mettre un nœud ou quelque chose du côté du bébé pour être sûr qu'il y ait pas de bactéries qui rentrent à l'intérieur. Mais techniquement, on a presque pas besoin de clamper parce qu'il y a plus de sang dedans, tu vois? Il y aura pas de sang qui va couler et ça permet, même il y a des effets à long terme, l'anémie et cetera, on les voit à 1 an d'âge, qui est un problème avec ceux qui ont été, clampés, immédiatement. Heu, donc ça, je comprends pas pourquoi c'est pas encore, la norme, donc quand on est chez nous, bah, on fait ce qu'on veut. Mmh. Heu, Ça aussi, d'avoir son bébé, sur soi. Donc là, on va produire encore plus d'ocytocine, parce que c'est voilà l'hormone de l'amour, de sentir son nouveau-né, sur soi juste après qu'il soit né. Bah, là aussi, encore une fois, on va éviter les hémorragies parce qu'on va produire des ocytocines pour contracter, les vaisseaux sanguins et éviter que enfin, pour qu'ils se referment et éviter l'hémorragie. Donc voilà, quand on est chez soi, ben, souvent on n'est pas perturbé, on n'est pas, dérangé par, qui que ce soit. Mais si on est, en maternité, de vraiment de garder son bébé sur soi et de faire attention parce que là, ils ont tendance à nous injecter l'ocytocine de synthèse sans rien nous dire. Donc si on l'a écrit, dans son projet, de naissance, bon, ils ont peut-être un peu plus de mal à le faire, mais si c'est pas écrit, si c'est pas demandé, ben, ils vont automatiquement, l'injecter. D'accord. Donc à savoir. Après, si on a une péridurale, c'est peut-être mieux de laisser, je ne sais pas, d'avoir son bébé sur soi. Normalement, ça suffit, mais ils ont aussi à injecter, en fait, ces hormones pour, l'hémorragie parce que, on nous a pris nos bébés, tu vois? Je sais pas, nous, comment on est nés. Est-ce qu'on est resté 1 heure en peau à peau avec nos mamans? Je pense pas à notre époque. Ils prenaient les bébés pour, les nettoyer, pour les regarder, pour les peser, alors que ça peut attendre, Oui. mais même je dirais ça peut presque res pour presque attendre le lendemain, quoi. Mais en tout cas, ça peut vraiment attendre les 2 heures qui suivent la naissance. Oui, oui, oui. Ma mère, pareil, elle a été rebelle pour ça. Ah super. Hem et pendant la grossesse, alors comment on peut bien vivre sa grossesse? Comment on peut, quels sont les conseils que tu peux donner aussi pour préparer à l'accouchement? Et notamment, bon, après il y a pas de mode d'emploi, pour éviter, d'inculquer des croyances à son bébé, mais en tout cas les croyances subconscientes, elles arrivent, dès la vie intra-utérine. Donc toi, quels sont les conseils que tu donnerais pendant la grossesse pour vivre une belle grossesse et pour que le bébé se sente en sécurité? Mmh. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est voilà de s'informer, de faire confiance, de comprendre que son corps, il sait faire. Voilà, comme je le disais, il sait faire grandir son bébé, il a su ovuler, il saura, l'accoucher. Donc presque si on fait rien,
ça se fera, hein, personne n'est resté enceinte, toute leur vie. Donc déjà de se faire confiance dans son corps, de connaître un peu, la physiologie pour qu'il y ait moins de peur. Parce que dès qu'on a peur des choses qu'on connaît pas, ben, c'est là où, on fait confiance à quelqu'un qui un sachant, donc de reprendre son pouvoir déjà dès la grossesse. Et je trouve aussi que, si tout va bien, moi je parle d'une grossesse qui va bien, après il y a vraiment parfois il y a du diabète, il y a de la prééclampsie, donc tout ça c'est aussi des choses qu'on peut, gérer avec, l'alimentation, avec l'hygiène de vie. C'est pas mon domaine, mais, je pourrais renvoyer, si besoin. Mais, voilà, l'alimentation, ça peut jouer un rôle sur ces maladies, de grossesse. Mais une grossesse qui se passe bien, je pense que mon meilleur conseil, ce serait de réduire le nombre de suivis. Donc, je sais qu'il y a rien n'est obligatoire, mais on va dire entre guillemets «obligatoire», 2 à 3 échographies chaque trimestre. Je sais qu'il y a aussi des femmes qui sont suivies par des gynécos et qui voient, leur bébé chaque mois, si ce n'est plus. Et ces échographies, c'est pas non plus un 100 vrai, on peut faire des erreurs suivant comment le bébé est placé, suivant qui c'est qui regarde l'échographie, suivant plein de choses. Et il y a beaucoup de femmes qui se prennent des frayeurs en plein milieu de leur grossesse, parce qu'on leur a dit quelque chose, alors qu'en fait il y a rien. Donc soit c'est parce que le dialogue, la communication de ces personnels médicales est tellement, technique, qu'en fait on croit qu'il y a un problème, mais en fait il y a pas de problème. On a juste, f c'est un fait, bah, il y a ça comme si ou, il y a le placenta, ça j'entends: «Oh mon placenta il est trop bas». On me dit ça à 20 et quelques semaines ou, 26-25, enfin le placenta remonte, c'est normal, il il va pas rester là. Si à la fin il est bas, bon bah, c'est un problème et c'est une césarienne obligatoire. Mais si le placenta il est bas, si le bébé il a la tête en haut avant, mais même à 6 mois on m'a dit: «Mais c'est pas un problème, il a encore le temps de bouger» et en fait on met des peurs à ces mamans tout le long de leur grossesse, on les infantilise et ça c'est vraiment le truc, le plus, qui fait le plus de damage de dommages, Mmh. je trouve. Par exemple, nous en Angleterre, il y avait, un toucher, sur le ventre, une mesurée, puis, on testait l'urine et c'était tout, voilà. Il y avait pas de prise de sang, voilà et moi, j'ai vécu une grossesse sereine parce qu'en fait, même s'il y avait eu un truc et puis qu'après il y avait plus, on a dit à une maman, qu'il y avait quelque chose avec le foie et que, c'était un signe de diabète et le mois d'après, elle a refait l'écho avec quelqu'un d'autre et en fait, il y avait rien. Mmh. Donc elle, pendant un mois, elle a eu peur, elle s'est dit: «Oh, «Je fais un diabète, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal?» et cetera, alors qu'il y avait rien du Mmh. tout. Donc si on se sent bien, s'il y a pas de problème, je dirais je sais que c'est bien de voir son bébé. Après on connaît pas les effets que ça a de mettre des ondes comme ça sur un bébé, longtemps. On sait que c'est pas bon pendant une durée longue, pendant une séance. Après de le faire tous les mois, je sais pas, c'est quand même très proche, du bébé. Dans le doute, j'éviterai de le faire, souvent et surtout pour éviter d'avoir des mauvaises nouvelles qui sont peut-être, rien ou alors justement d'entendre des choses qui sont juste des faits et qui sont pas graves, mais comme eux, c'est tellement normal pour eux, ils oublient de dire: «Oui, votre placenta, il est bas, mais c'est normal, il va remonter au fur et à mesure de la grossesse parce que votre utérus, il va grandir et donc ça va monter avec, votre utérus». Ou bah, oui, votre bébé, il a bougé, mais f si vous revenez demain, peut-être que sa tête, elle sera en bas, tant que c'est pas et encore une fois, hein, on peut accoucher d'un bébé en siège, par voie basse, mais tant que c'est pas, à la fin, il y a pas besoin de le mentionner, tu vois? Donc Mmh. si on évite, peut-être trop, de surveillance parce que, encore une fois, on n'est pas malade, hein, je sais que c'est sympa de voir son bébé, mais ça peut peut-être, parfois, voilà, nous mettre des croyances, dans la tête alors que tout va bien. Ouais, c'est vraiment c'est écouter son corps et son intuition. Mmh. Et c'est vrai que c'est dur, on se dit: «Oui, mais moi, j'ai pas une bonne intuition». Bah, on peut tous y travailler, mais c'est surtout c'est peut-être là, tu vois? Et surtout que l'accouchement, c'est,
il y a des moments dans ta vie, qui vont être transformateurs, tu vois? Et tu peut-être que tu as un accident et ça va te transformer et maintenant tu vas te dire: «Bah non, maintenant je veux plus vivre ma vie comme ça» et cetera, tu vois? Mais l'accouchement, c'est vraiment, c'est une période comme ça. C'est une période de transition qui est énorme. Tu passes de femme à maman, de d'homme à papa, de coparent, enfin, tu vois? Tout ça et surtout pour la femme avec toutes ces hormones qu'on a dit, ça gère tellement ta vie. Hem, à ce moment-là, ça peut être soit tu as vécu une belle expérience et ça te transforme, mais c'est incroyable la transformation que ça te fait. Tu as confiance en toi, tu as confiance en ce que tu fais, tu es transformée et par contre, si jamais ça a été compliqué, là, ça peut vraiment te bah, il y a beaucoup de femmes qui partent en dépression du postpartum, par exemple et ça peut vraiment te casser. Parce que justement, tu as pas eu ces hormones souvent, c'est pour ça que, les expériences sont compliquées parce qu'elles ont pas elles ont été il y a eu beaucoup d'interventions ou, il y a eu une péridurale, qui a affecté, en fait, les hormones et si on n'a pas ce cocktail d'hormones, on a, un manque, en fait, après et c'est déjà je trouve, même moi qui ai eu toutes mes hormones et cetera, on te met un bébé et techniquement, tu connais pas cet enfant. On t'a mis quelqu'un sur toi on pourrait te mettre le bébé de quelqu'un d'autre, peut-être tu saurais même pas, tu vois? Je me dis je sais pas. En tout cas, tu es là, tu as un inconnu vers toi et maintenant tu dois t'occuper de ce bébé et les hormones d'ocytocine, tout ça, d'endorphine, toutes ces hormones qu'on a eues, pendant l'accouchement, elles facilitent l'attachement avec son bébé, mais aussi un sorte de satisfaction de prendre soin de cet être humain. Mmh. Et si on a tout ce manque, en fait, on va se sentir un peu déconnecté et des fois, on se dit: «Oui, mais moi, j'ai pas l'instinct maternel» et pour moi, je pense que ça vient de là, tu vois? Et après l'instinct maternel, pour moi, c'est pas non plus, ben, j'aime mon enfant, je fais tout pour lui. C'est il y a une sorte de facilité dans la difficulté, évidemment, tu vois, après pendant le postpartum, ça va être dur, ton bébé va pleurer, tu vas pas savoir pourquoi. Mais quelque part, quand tu as eu tout ce cocktail d'hormones, tu vas réussir à se dire: «Bah, tiens, là, je vais essayer ça et peut-être que ça va marcher» ou alors: «Je vais Mmh. aller chercher l'information» et si ça marche pas, tu vas aussi te dire: «Mais attends, là, ça marche pas, il faut que j'essaye autre chose» et tu as une sorte de facilité à essayer de trouver des solutions, je trouve, plus que quand, justement, ça a été compliqué. Tu as moins peur, tu as plus confiance en toi, ta capacité à être parent et hem en la avoir confiance en ton bébé aussi, parce que vous avez accouché ensemble et vous avez Oui, fait confiance ensemble et exactement, oui. J'avais mon instructrice de Theta Healing qui disait, «Il faut à la fois que la femme ait la force d'accoucher, mais que le bébé aussi ait la force de mmh, sortir». On est 2 en fait, ouais, on n'est pas seuls. on n'est pas seul et aussi le coparent qui est là reçoit sa dose d'ocytocine. Donc D'accord. s'ils sont là et que, l'accouchement, se passe bien et qu'il est plein d'hormones et ben, eux aussi vont avoir en fait cette facilité après à être un parent. Donc c'est pour ça que c'est tellement important, je trouve, pour moi, d'avoir une expérience positive. Après, ça peut être aussi hein, un accouchement avec une péridurale, une césarienne, mais tant qu'on a on 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 savait qu'on avait des choix, qu'on a pris les décisions, tu vois? C'est comme ça aussi qu'on va pouvoir avoir une expérience positive. Donc c'est soit complètement physiologique et là on s'en remet aux hormones, pour nous dicter un peu notre vie ou alors, et ben, c'est qu'on a pu décider, de ce qu'on voulait pour son accouchement. Génial. Laura, on approche à la fin de ce podcast et j'aime bien donc toujours poser, cette question, en fin de podcast. Alors je vais un peu la modifier, pour toi. OK. Penses-tu que les femmes sont illimitées? Oui, moi je pense que la femme, ouais, elle est illimitée. Une fois qu'elle a fait le travail, sur justement ses croyances, qu'elle a fait le travail, sur s avec l'accouchement, je trouve que c'est vraiment là où tu t'expandes.
où t'étais toi, t'étais une femme et là, quand t'as vécu quelque chose, et surtout, je dirais même ces enfantements seuls, avec vraiment toi et ton bébé, c'est là où tu en ressors une femme, différente, illimitée, qui elle sait qu'elle peut tout faire, en fait. Elle a quand même donné naissance toute seule. Elle a vécu, ça, elle a réussi à créer la vie dans son corps à partir une petite graine et de son œuf. Elle a réussi à créer la vie et elle a réussi à le sortir et elle sait faire. Faut son confiance, la femme, elle sait. Génial, Laura. Merci infiniment. Je pense qu'on a vraiment bien remis en question là, toutes les croyances au sujet de la grossesse et de l'accouchement. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, c'était super de parler de ça et j'espère que je suis restée dans le sujet quand même. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Croire c'est voir pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode. À bientôt!